Donc merci d'être venu et d'avoir pensé à vous inscrire avant ce midi. Et donc d'être pas dans le cas de tous ceux qui l'ont pas fait et qui n'ont pas pu venir, ce que je regrette évidemment. Et finalement, comme il n'y a pas énormément de continuité, je reprends un petit peu. De toute façon, je pensais reprendre ce que j'avais dit assez brièvement. Donc la semaine dernière, j'ai présenté le programme et la problématique. Et je suis partie d'un paradoxe qui est que du point de vue de la politique, il est censé préférer s'exposer au risque d'avoir tort avec ses amis, ou en tout cas avec ceux que des affinités nous engagent à rejoindre, plutôt que raison avec ses ennemis. Alors aujourd'hui, je pensais analyser plus précisément ce paradoxe à partir des textes dans lesquels Hannah Arendt le propose. Donc, je vous avais cité 2 de ces textes. Il me reste des textes de la semaine dernière, je vous les donnerai. Donc un texte qui est La crise de la culture, dans la crise de la culture, et un texte qui s'appelle De l'humanité dans de sombres temps, dans les vies politiques, et pour esquisser la conception de la sensibilité politique et des liens politiques que cela engage. Et bon, il y avait ce que j'avais prévu et il y avait ce qui s'est passé. Je suis tombée sur d'autres textes qui faisaient écho un petit peu à ça, et il y a eu aussi une petite actualité politique qui a nourri la réflexion. Et donc donc ce que j'ai prévu est un peu plus en désordre qu'initialement prévu, et de toute façon ça reste du travail un peu en cours, donc c'est pas forcément très bien, tout n'est pas très cadré et ordonné. En tout cas, je vais essayer de tenir à la fois ce que j'avais prévu et à la fois ce que j'ai rencontré. Et d'abord, je vais reprendre le paradoxe dont je suis partie à partir d'un autre texte, d'un autre univers, sur lequel je suis tombée par hasard. Donc c'est un texte de Frantz Fanon, dans l'an 5 de la Révolution algérienne, qui est extrait du premier chapitre, qui s'appelle « L'Algérie se dévoile ». Donc si je vous fais passer les textes, à chaque fois, il y a 3 pages, je crois. Donc quand j'ai bâti le problème, on m'a dit il faudrait que tu répertories un peu tous les auteurs par qui ton paradoxe pourrait être soutenu. Et donc Spinoza en fait partie. Fanon en fait partie. Et donc Fanon décrit la pression colonialiste au dévoilement. Il montre comment cette pression sur la femme algérienne pour qu'elle se dévoile a redonné vie au port du voile et l'a politisé. Donc alors que c'était tombé un petit peu en désuétude et qu'on le faisait par habitude ou plus trop, ça s'est mis à avoir une signification et ça s'est mis à être plus pratiqué et à avoir une signification politique. Avant que les nécessités de l'engagement révolutionnaire ne conduisent les femmes à se dévoiler, parce que si elles passaient dans l'Alger française, elles étaient plus discrètes si elles n'avaient pas de voile, donc pour trimballer soit des documents, soit plus tard des bombes, c'était plus discret. Et il arrive à cela, à décrire une situation que je vous ai reproduite à partir de tout ce cheminement. Ignorant ou feignant d'ignorer ses conduites novatrices, le colonialisme français réédite à l'occasion du 13 mai sa classique campagne d'occidentalisation de la femme algérienne. Des domestiques menacés de renvoi, de pauvres femmes arrachées de leur foyer, des prostituées sont conduites sur la place publique et symboliquement dévoilées au cri de « Vive l'Algérie française ». Devant cette nouvelle offensive, réapparaissent les vieilles réactions. Spontanément et sans mot d'ordre, les femmes algériennes dévoilées depuis longtemps reprennent le haïk, affirmant ainsi qu'il n'est pas vrai que la femme se libère sur l'invitation de la France et du général de Gaulle. Derrière ces réactions psychologiques, sous cette réponse immédiate et peu différenciée, il faut toujours voir l'attitude globale de refus des valeurs de l'occupant, même si objectivement ces valeurs gagneraient à être choisies. C'est faute d'avoir saisi cette réalité intellectuelle, cette disposition caractérielle, c'est la fameuse sensibilité du colonisé, que les colonisateurs ragent de toujours leur faire du bien malgré eux. Le colonialisme veut que tout vienne de lui. Or, la dominante psychologique du colonisé est de se crisper devant toute invitation du conquérant. En organisant la fameuse cavalcade du 13 mai, le colonialisme a obligé la société algérienne à retrouver des méthodes de lutte déjà dépassées. Dans un certain sens, les différentes cérémonies ont provoqué un retour en arrière, une régression. Donc là, ce qui m'intéresse par rapport à mon propos, c'est l'attitude globale de refus des valeurs de l'occupant, même si, objectivement, ces valeurs gagneraient à être choisies. Et c'est ce qu'on avait commencé à voir la semaine dernière, c'est que dans le domaine politique ou moral, finalement, l'objectivité des valeurs, des idées, peut compter moins qu'avec qui on les soutient, que les affinités. Et j'ai
commencé à expliciter le paradoxe, à dire le sens qu'il peut avoir, mais je pense qu'il faut rester sensible à ce que ça a quand même d'étonnant comme prise de position, voire de choquant, voire de scandaleux. Et au début, j'ai entendu parler de cet exemple dans une émission de radio, et la chercheure qui en parlait a dit oui, quand j'ai entendu cette phrase, quand j'ai lu cette phrase, je l'ai relue 3 fois pour être sûre. Donc ça coince un petit peu de se dire que des valeurs gagneraient à être choisies, mais on n'en veut pas. Parce qu'elles viennent du mauvais endroit. Donc, c'est ça que dit Fanon ici. Certaines valeurs du colonisateur pourraient être de bonnes valeurs, mais dès lors qu'elles sont imposées par lui et par la violence, elles sont inacceptables. Donc, qui soutient des valeurs et comment ? Merci. Donc, qui soutient des valeurs et comment ? Cela compte, et cela peut suffire à faire rejeter des valeurs, même si, hors de tout contexte politique, elles seraient préférables. Sachant que hors de tout contexte politique, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que qu'est-ce que ce serait des valeurs hors de tout contexte politique ? Donc là où une lecture rapide pourrait ne voir qu'un primat irrationnel de la distinction entre amis et ennemis, on pourrait voir ça, elles sont bornées, c'est les ennemis qui disent donc elles ne veulent pas. On peut voir autre chose, et plutôt dans le texte, il y a un passage qui indique comment lire ceci. Ce que dit Fanon, c'est que dans l'imaginaire colonial, la conduite de la femme est de prosternation. C'est-à-dire qu'on veut enlever le voile, c'est se prosterner. C'est une soumission. Donc ce qui est en jeu dans le voile, ce qui est en jeu dans l'injonction de se dévoiler, c'est une injonction à se soumettre. Et finalement, on a 2 valeurs qui s'opposent. On a la valeur de la valeur, abstraite, qui serait une valeur d'émancipation. Et vous pouvez rester à côté, parce que sinon ça va faire un peu face à face. Donc on a d'un côté la valeur de la valeur. D'accord. Moi, je pense que ça vous dérange. Donc comme ça c'est bien. C'est juste, c'est ça qui faisait bizarre. Donc il y a la valeur abstraite de la valeur et il y a la manière, ce qu'incarnent les valeurs, le monde qu'elles portent, et ce monde qu'elles portent, c'est celui de la violence coloniale. La violence coloniale qui a elle-même ses propres valeurs en cours, qui sont d'inégalité, de mépris, d'humiliation, de domination. Donc là, ce qui est important pour moi, et j'avais déjà dit ça la semaine dernière, c'est qu'il ne faut pas seulement opposer d'un côté des idées et des valeurs et de l'autre côté des amis, des gens. De 2 côtés, il y a des valeurs. C'est vraiment valeur contre valeur. Seulement, il y a des valeurs qui sont l'objet d'un discours. Vous allez vous émanciper en vous dévoilant. Et il y a des valeurs qui sont incarnées dans des pratiques, dans des manières qui sont mises en œuvre par des pratiques tangibles, qui ne sont pas du tout affirmées, qui peuvent être déniées, mais qui sont senties, qui sont éprouvées. Et qui sont senties sous le discours émancipateur qu'accompagne l'injonction au dévoilement. D'où aussi le fait que ça a un sens que Fanon parle de la sensibilité du colonisé. C'est-à-dire que c'est des valeurs qui s'éprouvent, qui ne sont pas dites. Merci, comme ça, je me sens moins seule. Et donc l'idée que je veux proposer, c'est que les manières, elles donnent leur forme au lien, ici la domination, et donc elles ont une dimension politique qui est immédiate et immédiatement sentie. Et ici, ce lien politique, c'est le lien de la domination, et qui est bien plus présent, bien plus concret que l'idée d'émancipation qui pourrait accompagner éventuellement le dévoilement. Donc c'est beaucoup plus immédiat. Et donc on comprend qu'elles passent avant, parce qu'elles sont éprouvées avec davantage de réalité et de violence. D'autant que dans la manière, finalement, tout le système colonial est incarné, est condensé. Donc tout un vécu humiliant est rappelé par l'injonction. Et donc, ça permet de comprendre, du coup, que des valeurs qui gagneraient à être choisies soient refusées pour ces raisons-là. Donc fin de la parenthèse sur Fanon, et je reviens à Hannah Arendt et au premier texte dans lequel elle pose le problème, donc la crise de la culture. Donc il y a 2 choses que j'ai
je reviens au paradoxe, on peut préférer avoir tort avec ses amis plutôt que raison avec les autres. Donc là, il faut mieux comprendre ce que j'entends par les amis et ce que j'entends par avoir tort ou avoir raison ou être dans la vérité. Ça permet de ne pas faire de contresens en regardant le paradoxe. La première chose, c'est de quelle vérité ou de quelle raison on parle. Qu'est-ce que ça veut dire que préférer avoir tort avec ses amis que raison avec ses ennemis? Donc premièrement, la référence à la phrase de Cicéron, parce que c'était une phrase de Cicéron qui disait « je préfère m'égarer avec ceux que j'aime qu'avoir raison avec d'autres ». Dans la phrase de Cicéron, cette phrase de Cicéron, elle vient dans deux textes qui parlent l'un du jugement de goût, en matière d'esthétique, en matière d'art, et l'autre du jugement moral. L'autre texte, donc, qui parle du jugement moral, c'était dans Responsabilité et jugement, s'interroge sur la banalité du mal et sur la perversion des jugements moraux qu'a produit le nazisme et qui a permis l'extermination avec les conséquences qu'on sait. Donc la première chose, c'est qu'il faut bien voir de quelle vérité on parle. On parle ni de la vérité de fait qui se constate, ni de la vérité de raison qui peut se démontrer, à laquelle on peut donner des preuves, qui peut se calculer. On parle de la vérité des jugements de goût et de la vérité des jugements moraux, une vérité bien plus problématique que la vérité mathématique. Donc on ne parle pas ni de ce qu'on constate, ni de ce qui se déduit, ni de ce qui se démontre, ni de ce calcul. Et donc là, premièrement, ce qui est important, c'est que Hannah Arendt n'est pas en train de dire « j'ai beau connaître une vérité qui se démontre, je m'en fiche si je vais avec mes amis », c'est pas ça. Et par contre, elle fait un geste qui est de sortir les vérités politiques du champ des vérités déductives ou démonstratives, ou factuelles. Donc la thèse sous-jacente, c'est qu'en matière de politique, il n'y a pas l'équivalent des vérités qu'on a dans le champ mathématique ou dans le champ des faits. Donc la politique ne sera jamais l'affaire de démonstration ni de constat, et donc pas d'expertise. Donc l'enjeu du jugement de goût ou du jugement moral, c'est quelle est la validité du jugement par lequel je dis que telle chose est belle ou telle chose est bonne. Donc la question, c'est celle du régime de vérité en matière d'esthétique ou en matière de morale. Et ce qui me semble, c'est que sa thèse, c'est que en matière de jugement de goût ou en matière de morale, le critère de jugement est politique. C'est-à-dire que le paradoxe s'explique par la dimension politique de ces jugements. Donc c'est en adoptant un point de vue politique qu'on peut comprendre que concernant la culture et concernant la morale, on peut préférer s'égarer en bonne compagnie que avoir raison en mauvaise compagnie. Donc ça c'est la première chose, et je vais montrer plus précisément ce que ça veut dire avec le texte. Donc ce qui est engagé là, c'est ce que signifie penser avec, et ce que j'avais dit, c'est qu'il me semble que penser avec, c'est penser politiquement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on entend par amitié, ou plus précisément le choix d'une compagnie? Parce que Cicéron dit, voilà, je préfère m'égarer avec la compagnie que je préfère. Donc ce qui est sûr, c'est que Arendt ne parle pas d'amitié au sens intime du terme. Elle parle de goût pour la compagnie de telle ou telle personne. Et ça, ce sera important. L'amitié au sens politique, on verra la distinction plus précisément tout à l'heure, ce n'est pas l'amitié comme relation d'intimité. Et dans De l'humanité dans de sombres temps, et je pense que vous avez la citation quelque part dans les textes, elle écrit que l'amitié, c'est une disposition à partager le monde avec d'autres hommes. Ou, autre citation, l'amitié n'est pas intimement personnelle, mais elle pose des exigences politiques et demeure référée au monde. Donc ça, c'est deux citations que vous retrouverez. Par ailleurs, pour rester chez Cicéron et dans la citation que je vous ai donnée, et que je vous avais donnée la semaine dernière, Cicéron ne parle pas évidemment d'amitié au sens intime du terme, vu qu'il parle de s'égarer avec Platon plutôt qu'avec les pythagoréciens. Il dit ça à un moment où évidemment Platon est mort, donc il s'agit de la compagnie, là en l'occurrence des morts, la compagnie de tel ou tel philosophe, et de la compagnie de ses idées. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les idées et les gens. On peut aimer la compagnie de certaines idées, on peut aimer la compagnie des morts. Et notamment, on peut aimer la compagnie de certaines personnes pour leurs idées, et on peut aimer la compagnie de certaines idées parce qu'on aimait ceux qui les incarnaient, ceux qui les portaient, les styles de parole et d'écriture dans lesquels elles étaient formulées.
Donc ça, c'était pour spécifier un petit peu le paradoxe, pour pas qu'on parte sur des contresens inutiles. À partir de là, je peux prendre la crise de la culture, donc qui est l'article du même nom dans le recueil, la crise de la culture, et le paradoxe sur l'amitié, la compagnie et la vérité est la conclusion de cet article. Il vient conclure une réflexion sur le goût, sur ce qu'est une culture commune, sur ce que signifie avoir une culture commune quant au beau, quant aux choses qu'on trouve belles. Et pour Arendt, ce qui est en jeu est une réflexion sur l'humanisme. Et en conclusion de l'article, elle définit ainsi l'humanisme, et je vous ai aussi mis la citation quelque part. L'humanisme, c'est choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses, les pensées. C'est savoir choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses et les pensées. Donc pourquoi est-ce qu'elle appelle ça humanisme et à quoi est-ce que ça s'oppose ? Ça s'oppose à la soumission à la coercition démonstrative, à la tyrannie de la raison ou d'une vérité absolue, qui s'imposerait indépendamment des hommes. C'est pour ça qu'elle parle d'humanisme. Et ça, on le voit en allant lire l'article suivant qui s'appelle « Vérité et politique » dans le même recueil, par exemple, page 305. Et là, pour le coup, les citations vont être dans l'ordre. Elle écrit « La vérité porte en elle-même un élément de coercition. » C'est-à-dire que quand une vérité s'impose à nous, on n'a pas le choix de l'accepter ou de la rejeter, donc finalement, peu importe ce qu'on en pense, on doit plier devant. Et Arendt cite souvent un auteur qui s'appelle Mercier de la Rivière, qui avait écrit en 1767 « Euclide est un véritable despote, et les vérités géométriques qu'il nous a transmises sont des lois véritablement despotiques. » Donc là, aussi, on a tout un vocabulaire qui va être permanent, qu'elle va reprendre, un vocabulaire politique pour penser notre rapport aux vérités mathématiques. Dans un autre texte qui s'appelle « La vie de l'esprit », elle écrit ceci. « Ce que recherche la science et la quête du savoir est une vérité irréfutable, c'est-à-dire des propositions que les humains ne soient pas libres de rejeter, car elles sont contraignantes. Ce qui les distingue, les vérités de raisonnement, avant tout, c'est l'intensité de leur pouvoir de coercition. Les vérités de raisonnement sont nécessaires et leur opposé impossible. » Donc là, ce qui compte, c'est l'intensité de leur pouvoir de coercition. Et plus tard, elle parle du diktat de la raison. Donc là encore, on a une métaphore, une analogie politique. Dans De l'humanité de son Breton, de même, elle parle de la tyrannie de ceux qui tentent de dominer la pensée par le raisonnement, par la nécessité de l'argumentation. Elle introduit néanmoins une distinction, donc dans De l'humanité de son Breton, page 38, elle introduit la distinction entre posséder la vérité et être convaincu d'avoir raison. Donc là, pour l'instant, j'ai toujours mélangé avoir raison ou être dans la vérité. Là, elle les distingue. Elle voit en fait, du côté d'être convaincue de posséder la vérité, ce qui était plus en cours au XVIIIe siècle, et elle y voit une pensée religieuse, mais qui s'ignore comme pensée religieuse. Et elle voit du côté du fait d'être convaincue d'avoir raison, une pensée scientiste, c'est-à-dire l'application des méthodes de science à toutes les vérités, en fait. Mais ce qu'elle dit, c'est que qu'on soit d'un côté ou de l'autre, ça revient à une même disposition, une croyance en l'objectivité, devant laquelle toute autre considération doit s'incliner. Donc le problème de la disposition, de la soumission à la vérité ou à la raison, c'est qu'on se soumet à ce qu'on croit être une objectivité. Et on croit qu'il y a de l'objectivité. Et, bon, évidemment, donc, il y a un vocabulaire politique pour qualifier tout ça, et ce qui est lié à la thèse d'Arendt, indiquée dans Vérité et politique, du point de vue de la politique, la vérité a un caractère despotique. C'est page 306. Donc c'est du point de vue de la politique que la vérité a un caractère despotique. Donc encore une fois, il ne s'agit pas du tout de critiquer les mathématiques ou les sciences, etc. Pourquoi est-ce que du point de vue de la politique, la vérité a un caractère despotique ? C'est indiqué dans la citation d'après. Toute vérité exige péremptoirement d'être reconnue et refuse la discussion, alors que la discussion constitue l'essence même de la vie politique. Les modes de pensée et de communication qui ont affaire avec la vérité, si on les considère dans la perspective politique, sont nécessairement tyranniques. Ils ne tiennent pas compte des opinions d'autrui, alors que cette prise en compte est le signe de toute pensée strictement politique. Et, citation d'après, « Toute prétention dans le domaine des affaires humaines à une vérité absolue, dont la validité ne nécessite aucun appui du côté de l'opinion, ébranle les fondements de toute politique. » Donc ici, on a la thèse
de Arendt qui explique son rapport à la vérité, c'est que penser politiquement, c'est penser avec les autres en tenant compte des autres. Donc on a un présupposé qui est que la politique est fondée sur la discussion, sur la prise en compte des opinions d'autrui. Donc là, on pourrait faire un contresens et dire que Arendt réduit la politique à la communication, à en faire une lecture habermasienne, donc il s'agirait de trouver le consensus en discutant et que ce serait ça, la politique. Donc, en fait, non. Ça, ce serait un contresens. Premièrement, parce qu'une lecture habermasienne ne tiendrait pas, précisément parce que chez Habermas, la discussion est censée permettre une augmentation en rationalité. Et donc est censée justement permettre un discours politique qui soit de plus en plus rationnel et donc qui aboutisse à un consensus. Or, elle est en train d'opposer précisément la raison et les logiques politiques. Et deuxièmement, on le verra plus tard, ça ne tient pas parce qu'elle n'est pas du tout dans une optique consensuelle. Donc il ne s'agit absolument pas de discuter pour se mettre d'accord. Il faut arriver à la plus grande rationalité possible. Donc on n'est ni chez Aristote, ni chez Habermas. Alors cette position du lien entre politique et discussion engage une thèse, qui est que la politique consiste à se lier pour prendre en charge le monde à plusieurs. Et prendre en charge le monde à plusieurs, c'est aussi le prendre en charge de manière conflictuelle. C'est-à-dire que se combattre politiquement pour des questions de justice ou n'importe quelle question qui concerne la communauté, ce combat est déjà un lien. Au contraire, si on prétend non plus combattre l'autre, mais démontrer et avoir raison, on défait le lien. Il n'y a plus de lien avec l'autre. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a même pas à écouter ses contre-arguments ou prendre en compte sa révolte. Donc ce qu'il faut comprendre aussi pour avoir une vue d'ensemble, c'est que, en fait, qu'est-ce que c'est que la politique consiste à se lier, et ce qui détruit le lien, c'est la domination. Donc pour Arendt, le concept de domination, il y a domination lorsqu'il y a création de rapports qui détruisent les liens humains. C'est-à-dire que la domination, c'est un lien qui se passe de lien, et le lien qui se passe de lien, c'est ce qui définit la violence. C'est-à-dire que quand vous êtes violent avec quelqu'un, quand vous contraignez violemment quelqu'un, vous n'avez pas besoin de son accord. C'est la violence qui fait tout. Et donc Arendt distingue ainsi le pouvoir et la violence. Le pouvoir a besoin du consentement de ceux auxquels il s'applique. La violence n'en a pas besoin. La violence prend ce qu'elle veut violemment par les armes, par la force. Et donc, la violence n'a pas besoin de l'accord d'autrui, et donc la violence n'a pas besoin de tenir compte d'autrui. Dans le rapport violent-autrui, l'autre n'est plus quelqu'un en face, l'autre est seulement un instrument dont on se passe de la vie, du consentement, etc. C'est-à-dire que pour le dire dans les termes de Arendt, l'autre est superflu. Il n'y a pas à prendre en compte ni ce qu'il est, ni ce qu'il veut, ni ce qu'il ressent, ni rien. Et donc le concept absolu de domination, c'est-à-dire le concept pur de domination, c'est ça, c'est l'exercice sur autrui d'une puissance qui se passe de son consentement, de son avis, de sa prise en compte. Donc dans l'idéal type, la domination ne tient pas compte d'autrui, n'a pas à compter avec autrui, à penser avec autrui. Et entre parenthèses, il y a deux systèmes qui réalisent cet idéal type de la domination. Il y a d'une part le totalitarisme, et c'est là-dessus que Arendt élabore le concept, et d'autre part la bureaucratie. Là, les gens sont des chiffres qui ne comptent plus du tout non plus. Donc, du coup, on comprend pourquoi, pour Arendt, la prétention à avoir la vérité relève d'une disposition à la domination. C'est-à-dire que l'autre ne compte pas. Si on a la vérité, l'avis de l'autre ne compte pas, vu qu'on a la vérité. Donc il n'y a pas à entendre son opinion, il n'y a pas à en tenir compte. Et de fait, si en matière de justice, il y avait des vérités objectives, peut-être qu'il serait légitime de mettre en œuvre des lois sans tenir compte de l'avis des concernés. Parce que si on pouvait démontrer ce qu'est la justice, peu importe que les gens soient d'accord ou pas, on aurait raison, et donc on aurait raison d'aller les contraindre. Donc s'il y avait des vérités politiques absolues et objectives, il n'y aurait pas à discuter, à lutter, à combattre, à se parler, et donc en faisant tout ça, à se lier à propos du monde, et chacun n'aurait qu'à se soumettre à la vérité. Donc gouverner par la prétention à la vérité, ou gouverner par la vérité, c'est détruire le lien politique, et donc c'est exercer une forme de domination.
Et on pourrait même dire que prétendre avoir raison, d'un point de vue politique, c'est une manière de se rapporter au monde et aux autres de manière dominatrice et propriétaire. Alors, ça c'est le contexte des idées d'Arendt pour bien situer où on est. À partir de ça, Arendt essaye d'étayer ses idées en s'appuyant sur la critique de la raison des Lumières allemandes. Sur Kant, sur Lessing. Et au cœur des Lumières, elle va chercher ce qui s'oppose au primat des règles qui contraignent la pensée, et ces règles qui contraignent la pensée, et qu'est-ce qui s'oppose dans la pensée justement aux règles contraignantes? C'est quelque chose qui est conceptualisé au XVIIIe siècle, qui est le goût, le jugement de goût, qui est précisément inventé pour penser un jugement dont on ne peut pas rendre raison, et qui n'est subordonné à aucune règle préexistante, mais qui doit s'exercer en face d'une réalité singulière, sans qu'on ait de critères objectifs. Alors, je vais commencer à regarder comment c'est bâti dans le texte « La crise de la culture ». Et au début, moi j'ai toujours trouvé que ce texte était un petit peu déroutant, et j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu comme un puzzle, où Arendt liste et parfois juxtapose, et elle assume le fait de les juxtaposer sans expliquer le lien ni rien, plusieurs idées, et sans forcément montrer ce qui les articule et ce qui fait qu'elles peuvent être en contradiction. Donc moi je vais essayer de redégager tout ça en retrouvant à la fois les articulations et les contradictions, et en essayant de voir ce qu'on peut faire des contradictions. Donc je vais lister des idées un peu comme si on avait un puzzle. D'abord, première idée, qu'est-ce que la crise de la culture ? L'article commence comme ça. La crise de la culture désigne l'incapacité à juger qui caractérise aussi bien la société de masse, pour qui l'art n'est que du consommable, et donc tout convient du moment qu'on le consomme. Et comme elle dit, Shakespeare est l'équivalent de My Fair Lady. Et l'art de la bonne société, d'abord aristocratique de cour, puis bourgeoise. Et pour la bonne société, dit-elle, peu importe l'art en soi, ce qui compte, c'est qu'il soit utile pour la distinction sociale et pour faire son éducation et être bien en société. Donc la bonne société est caractérisée, dit-elle, par un état d'esprit qui juge tout en termes d'utilité immédiate et de valeur matérielle, et donc n'a pas d'yeux pour les objets et des occupations aussi inutiles que ceux relevant de la nature et de l'art. Donc ça, je vous l'ai écrit. C'est signe, pour Arendt, d'égocentrisme et d'aliénation au monde, c'est-à-dire d'inattention au monde tel qu'il est. On ne pense qu'à soi, on pense qu'à sa position sociale. Deuxième idée, le dégoût qu'inspire cette société conduit, d'après Arendt, beaucoup de ceux qui sont aux marges de cette société à rejoindre les partis révolutionnaires. Et je vous ai mis une citation. Une raison pour laquelle ces individus finirent si souvent par rejoindre les partis révolutionnaires furent qu'ils découvrirent en ceux qui n'étaient pas admis dans la société certains traits d'humanité qui avaient disparu de la société. Et après, elle dit que c'est la vue de cet état d'esprit utilitaire et aussi de l'hypocrisie qu'il y avait dans les salons, etc., qui soulève le peuple au moins autant que les difficultés matérielles. Donc ce qu'elle indique, c'est comme motif révolutionnaire un dégoût. Et ces termes de dégoût, évidemment, nous intéressent. Et à partir de ce dégoût se noue une série d'alliances qui se font à partir d'une disposition sensible au monde, c'est-à-dire que on va se lier avec ceux qui ont encore un rapport au monde qui ne voient pas tout sous le terme de l'utilité. Et donc c'est ainsi, dit-elle, que se rejoignent les révolutionnaires, les artistes, les écrivains, les prolétaires, les homosexuels. Et donc, dès ce moment-là aussi, la question des alliances politiques et donc des amitiés politiques entre gens de différents mondes se pose. Et on sort d'une stricte configuration matérialiste, en fait, de la lutte et de la constitution des groupes en lutte. Et aussi, donc ces goûts et ces dégoûts, ils sont liés à des manières d'être, vues comme humaines ou inhumaines. Et donc il y a des manières d'être qui dégoûtent et on ne veut pas être avec ces gens-là, on va avec ceux d'en face. Donc on est toujours dans cette idée de la détermination par rapport aux manières. Donc ensuite, je reprends le texte. Les œuvres d'art constituent, dit Arendt, une culture qui constitue un monde parce qu'elle a une durée, une permanence. Ça nous dépasse et ça dépasse toute utilisation. Donc ça, c'est une thèse qui est très connue. Même si des œuvres d'art ont une utilité, elles sont devenues des œuvres d'art parce qu'elles ont dépassé cette utilité et qu'elles sont encore là 900 ans après.
Et dit Arendt, vouloir se servir des œuvres d'art pour se distinguer socialement ou pour les consommer comme des divertissements, c'est avoir perdu ce qu'est être en rapport avec le monde, donc c'est être aliéné. Donc ce qui est aussi intéressant dès ce maintenant, c'est que ce qu'elle indique, c'est que dans celui qui aime l'art, ou dans l'artiste, ou dans le révolutionnaire, il y a quelque chose de commun qui est le souci du monde, et pas seulement le souci de soi. Ce qui caractérise par ailleurs les œuvres d'art et la culture, c'est que leur seul but, c'est d'apparaître. C'est d'apparaître et donc d'être senti. Ça, on verra après ce qu'on peut en faire. Ensuite, idée suivante, Arendt va donner 2 définitions de la culture, qu'elle juxtapose complètement. Première définition, la culture ne se réduit pas aux œuvres d'art. La culture, et elle reprend l'étymologie latine, la culture consiste à faire attention à la nature et à l'entretenir de manière à la rendre habitable pour l'homme. Donc là aussi, la culture, a quelque chose évidemment de proche de la politique. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est que là, Arendt oppose entretenir la nature et la rendre habitable pour l'homme et soumettre la nature à la domination de l'homme. Et à côté de cette signification, et elle ne fera rien du rapport entre les deux, elle n'explicitera rien du tout, il y a le rapport entre la culture et le goût, ou la sensibilité à la beauté chez les spectateurs. Et ici, la culture signifie le mode de relation prescrit par une civilisation avec les choses, avec les œuvres des artistes, des poètes, des musiciens et des philosophes. Donc là, qu'est-ce que c'est que la culture? C'est la manière dont, par notre culture, nous nous rapportons aux œuvres, art, lettres, philosophie, etc. Donc là, il est question du goût. La culture, c'est ce qui définit le goût d'une société, qu'est-ce qu'on aime en termes d'œuvres, en termes de philosophie, etc. Et ce goût, quand il existe, est sélectif, dit Arendt, il est partial et il est discriminant. Donc ça, c'est important pour la suite. Il n'est pas du tout consensuel, ni universel. Et là, il y a des passages qui sont très bizarres et très étranges. Arendt se réfère au discours de Périclès dans Thucydide pour dire que si le goût n'est pas sélectif, s'il n'est pas partial, il devient barbare. Donc là, elle commente un passage de Thucydide sur lequel je reviendrai parce que Castoriadis le commente aussi et c'est vraiment intéressant. Mais pour essayer de résumer en 2 minutes ce qu'elle dit, elle dit la sélection, la discrimination du goût débarbarise le beau, qui est quand même une idée bizarre. Pourquoi ? Parce qu'elle implique qu'on ne va pas considérer comme beau n'importe quoi parce que c'est beau, mais on va, ça c'est l'interprétation que fait Arendt, on va aimer le beau dans les limites du jugement politique. Et elle nous laisse un petit peu avec ça, c'est pas évident. Il faudra y revenir, mais il y a l'idée que humaniser le beau, c'est ça le débarbariser, c'est avoir aussi un critère de sélection qui tient compte du monde politique dans lequel on se trouve pour juger une œuvre d'art. Ce qui peut être en contradiction avec l'idée que l'œuvre d'art serait intemporelle, universelle, etc. Donc c'est une idée qui est compliquée. Mais l'idée, c'est que, en tout cas la première idée, et c'est ça qui fait le lien à la politique, c'est que on ne trouve pas indifférent de savoir ce qui peut apparaître dans une société. Que dire que certaines choses il est bon que certaines choses apparaissent et qu'il n'est pas bon que d'autres apparaissent, c'est déjà une prise de position qui est politique, c'est déjà une attention au monde en fait. Donc après, il faudrait peut-être trouver des exemples pour voir si ça marche ou pas. Mais je pense qu'on peut. Mais on verra après. On verra après. Je reviens au texte. Donc pour justifier sa thèse sur le goût comme partial et comme politique, Arendt fait appel à la critique de la faculté de juger de Kant. Elle oppose chez Kant le jugement moral et le jugement de goût. Elle dit que pour Kant, dans le jugement moral, je ne considère que moi-même, et je veux être en cohérence avec moi-même. Et dans le jugement de goût, je veux être en accord avec les autres, je cherche l'accord des autres hommes. C'est-à-dire que quand j'aime un tableau, quand j'aime une œuvre d'art, je m'attends à l'assentiment des autres. J'ai pas envie de l'aimer toute seule. Ça me suffirait pas d'aimer une œuvre d'art toute seule. Donc il y a une tendance du jugement de goût à vouloir l'assentiment. Donc je la cite, la faculté de juger repose sur un accord potentiel avec autrui,
Il y a une communication anticipée avec autrui, avec qui je sais finalement devoir trouver un accord, et c'est de cet accord potentiel que le jugement tire sa validité spécifique, ce qui signifie que le jugement se libère des conditions subjectives privées, et que pour autant il n'est pas universel. Ces droits à la validité ont toujours pour limite ces autres à la place desquels la personne qui juge s'est mise pour faire ses considérations. Donc là, c'est important parce que j'ai une de mes premières contradictions, un premier problème. C'est d'un côté, on a une direction qui fait que le jugement de goût vise un accord avec les autres. Et quand on lit Kant, on a coutume de voir dans cette recherche de l'accord avec les autres une prétention à l'universalité. Et chez Kant, il y a une prétention à l'universalité. On devrait pouvoir se mettre tous d'accord sur le beau. Donc on tend vers le consensus et donc vers l'impartialité. Il y a un idéal d'impartialité. Et de fait, Arendt dit, voilà, dans le jugement de goût, je tiens en compte l'opinion des autres, l'avis des autres, le jugement des autres, et ainsi, elle dit qu'on arrive à... Elle appelle ça la mentalité élargie. Elle dit c'est comme ça qu'on sort de l'impartialité et qu'on peut devenir impartial, en tenant en compte, en prenant en compte la perspective des autres, en jugeant pas seulement d'après soi-même, mais aussi d'après les autres. Donc, je vous ai mis une citation. « La qualité même d'une opinion, aussi bien que d'un jugement, dépend de son degré d'impartialité. Et cette impartialité, elle est fabriquée justement par la pensée élargie, par la prise en compte des jugements des autres. » Donc d'un côté, on a l'idée qu'on recherche un accord général, une impartialité et un consensus. Mais immédiatement, cette première ligne, elle est repoussée par ce que dit Hannah Arendt, c'est que cet accord a pour limite ceux avec qui on juge. Et ce qui va avec le fait que le goût est partial et est discriminant. Donc il y a une tension entre, d'une part, la mentalité élargie, dont on a l'impression qu'elle va vers un consensus, et d'autre part, la limitation de la communauté de jugement. Donc je la cite, « Le jugement n'est pas valide pour ceux qui ne jugent pas, pour ceux qui ne sont pas membres du domaine public où les objets du jugement apparaissent. » Donc si on tient à l'horizon du consensus, on pourrait dire que c'est seulement factuel, que le jugement ne vaut que pour de fait les gens qui ont jugé, mais que si on pouvait faire juger tout le monde, ça irait et qu'on irait bien vers l'impartialité. Mais ce n'est pas du tout ce que suggère la suite du texte, ni d'autres textes, où elle affirme beaucoup plus rigoureusement le caractère partial du jugement. Donc là, on a une tension. J'y reviendrai tout à l'heure. Je reviens au texte. Donc, la capacité de juger dans la perspective de ceux qui sont présents et avec qui je juge, Arendt la ramène à ce qu'elle appelle un sens commun. Et ce sens commun, on peut le définir comme ça, c'est une sensibilité au fait que le monde est commun et partagé, et qu'on ne peut donc en juger qu'à partir de ce partage. Être privé de sens commun, c'est, au sens étymologique, c'est être idiot, et c'est juger tout seul alors qu'on est plusieurs. Et d'après Hannah Arendt, idée suivante, c'est pour des raisons politiques que Kant veut faire sortir le jugement esthétique de l'arbitraire, parce qu'il a conscience du caractère public de la beauté. C'est-à-dire que pour lui, et là je la cite, l'activité du goût décide comment voir et entendre ce monde, indépendamment de l'utilité et des intérêts vitaux qu'il a pour nous. Et donc, décider de comment on voit le monde, décider de comment on voit le monde, ça a évidemment une dimension politique, ça a un sens politique. Et autre citation, pour les jugements de goût, c'est le monde qui est premier et non l'homme. Donc dans le jugement de goût, on voit quelque chose qui est politique parce qu'on fait d'abord attention au monde. Et du coup, on peut lier les deux concepts de culture qui ont été juxtaposés tout à l'heure. Vous avez fini à quelle heure 20h30. Pardon 20h30. Vous n'êtes pas du collège de philosophie? Si. Et c'était commencé à quelle heure 18h30. Ah oui, excusez-moi, j'ai confondu. C'est pas grave. Alors, première idée. Finalement, il reste des chaises, c'est bon ? Oui, parce qu'il y a eu des problèmes de chaises. Finalement, le jugement de goût, du coup, est choix implicite d'un monde. Et donc, on peut faire le lien avec la culture comme ce qui rend habitable le monde. C'est-à-dire, finalement, dans le jugement de goût, on a un jugement sur qu'est-ce qui rend le monde habitable pour les hommes et quelles sont les apparences ou les formes qui le rendent habitable. Donc, on a le lien entre jugement de goût et habitabilité du monde.
Donc moi je propose de formuler ainsi les choses. La sensibilité pour les choses du monde, ou aussi bien pour les gens, ou aussi bien pour les idées, s'ancre dans une sensibilité aux autres, une sensibilité à la coexistence avec d'autres qui compte et qu'il faut prendre en compte. Elle s'ancre dans quelque chose qu'on peut appeler, qui est un goût des autres, qui conduit à les prendre en compte dans ses jugements. Donc pour moi, ce qui c'est ici, c'est la pensée d'une sensibilité politique. C'est-à-dire que le jugement de goût a pour critère le monde humain que dessine une œuvre, une idée, une action, des manières d'être. Et ce jugement se porte à partir du sens de la coexistence. Et donc du sens du fait que le monde ne peut être jugé qu'à partir de cette coexistence. Et pour moi, cette sensibilité, c'est ce qui constitue la sensibilité à la politique. C'est ça qui rend politique le regard qu'on a sur le monde, la manière de sentir ce qui s'y passe, ce qui y apparaît, à y éprouver les rapports qui s'y forment. Et donc cette sensibilité politique est liée à un goût des autres. Et là encore, c'est incertain. Est-ce que ce goût des autres, c'est le goût de tous les autres, des goûts comme autres, donc un goût pour l'altérité, et donc une capacité à recevoir l'altérité, ou est-ce que c'est un goût pour ce qu'on préfère, un goût sélectif, électif, pour ceux avec qui on a davantage d'affinité, pour ceux avec qui on a déjà une sensibilité partagée. Et encore une fois, chez Arendt, c'est pas tranché. C'est pas tranché. En tout cas, dans la crise de la culture, là où j'en suis quand elle parle de Kant, on est davantage du côté du goût des autres en général, c'est-à-dire du goût pour l'altérité. Mais ça reste incomplet et il y a d'autres morceaux du puzzle qu'il faudra reprendre. Mais dès lors qu'on est dans l'idée qu'il s'agit d'un goût des autres en tant qu'autres, tous les autres, on va être du côté de l'idée selon laquelle la sensibilité politique est une capacité à se mettre à la place de tous les autres, à adopter toutes les perspectives, à multiplier les perspectives, jusqu'à finalement, si possible, avoir une vue de toutes les perspectives possibles. Et là, sur cela aussi, je reviendrai. Une des dernières choses que dit Arendt sur ce jugement de goût, c'est qu'il se forme de manière politique, donc grâce aux autres, en tenant compte des autres. Il n'est pas contraignant, il n'est pas démontrable, et il peut seulement, dit-elle, courtiser le consentement de l'autre. Et pour Arendt, le fait de courtiser le consentement de l'autre, c'est une manière non violente, non contraignante, d'essayer d'avoir un assentiment. Et donc elle fait le domaine des opinions et de la persuasion, parce que courtiser le consentement, c'est essayer de persuader, le domaine de la politique et de l'art, qui s'oppose au domaine du savoir et de la vérité. Parce qu'en mathématiques, évidemment, on ne courtise pas le consentement de l'autre, on démontre. Et c'est à partir de là, en disant que ça ne va pas de soi de faire du goût une faculté politique, qu'elle veut ajouter un autre fait, dont elle dit qu'il est qu'il est beaucoup plus familier, mais peu envisagé théoriquement. Là, je la lis. « Nous savons très bien avec quelle rapidité les gens se reconnaissent, comment sans équivoque ils peuvent se sentir en communion lorsqu'ils découvrent une parenté en matière de goût et de dégoût. Du point de vue de cette expérience courante, tout se passe comme si le goût décidait non seulement comment voir le monde, mais aussi qui s'appartient en ce monde. Si nous pensons ce sens de l'appartenance en termes politiques, nous sommes tentés de regarder le goût comme un principe d'organisation essentiellement aristocratique. Mais sa signification va peut-être plus loin et en même temps plus profond, etc. Donc là, ce qui m'intéresse, tout se passe comme si le goût décidait non seulement comment voir le monde, mais aussi qui s'appartient en ce monde. Et au début, ça peut être une idée assez banale qui est, voilà, si vous aimez des choses que j'aime, ça me rapproche de vous. Elle dit qu'on pourrait voir ça comme un principe aristocratique, ce qui est le principe des salons dans lesquels s'élabore le goût au XVIIIe siècle, c'est-à-dire on est ensemble en bonne compagnie parce qu'on a les mêmes goûts. Et qu'on n'est pas des ploucs qui aiment des croûtes. Mais Arendt dit qu'il y a autre chose, c'est que mes goûts disent aussi qui je suis. Partout où l'on juge les choses du commun, il y a d'impliquer dans ces jugements plus que les choses elles-mêmes. Par cette façon de juger, la personne se dévoile aussi quelle personne elle est.
Alors, il ne faut pas se tromper sur le qui se dévoile dans le jugement de goût. Donc il y a des analyses très classiques chez Arendt qu'elle oppose toujours qui est quelqu'un et ce qu'est quelqu'un. Donc le ce qu'est quelqu'un, c'est identitaire, ce que je suis, c'est une femme, une française, etc. Et qui je suis, c'est ce que je vais révéler de moi-même en agissant de manière imprévue et en initiant des choses qui sont singulières et qui n'étaient pas prévisibles par tout ce que je suis. C'est-à-dire que tout ce que je suis ne me commandait pas à faire. Il me semble que c'est pas ça non plus qui est très opératoire ici pour comprendre ce qu'elle dit. Et que finalement, ces formules, elles, ne sont pas les bonnes. Moi, je dirais plutôt ceci, c'est que mes goûts ne disent pas qui je suis. En revanche, ils disent comment je me rapporte au monde, comment je le vois, et quelle est ma manière d'être par rapport au monde. Ils disent à quoi ressemble ma sensibilité au monde, comment je prends en compte les autres et le monde dans mes manières. Et moi, ce que je pense, c'est que quand je connais les goûts de quelqu'un, je perçois sa manière d'être relationnelle. Et comme je perçois sa manière d'être relationnelle, je peux me dire si un lien avec lui serait possible ou souhaitable. Et ici, la co-appartenance, elle n'est pas identitaire, elle n'est pas conformiste, c'est pas juste t'aimes ça et je l'aime donc c'est bon. Elle est politique, c'est-à-dire que nous nous co-appartenons entre personnes dont les dispositions à voir et à partager le monde sont conciliables, et donc avec lesquelles la relation semble possible et souhaitable. Et c'est ça que peut vouloir dire l'idée que le goût discrimine et donc débarbarise le beau. C'est-à-dire que quand je vois ce que vous aimez, je vois qu'avec vous des liens sont possibles. Et pas seulement parce qu'on est snob, etc. Mais encore une fois, vos goûts disent quelque chose de ce que vous voulez faire du monde et ce que vous voulez faire des autres. Et ça, j'ai une idée en tête, mais je garde peut-être pour la discussion. Et c'est pour illustrer cette idée qu'à la fin, Arendt fait appel à Cicéron, et donc propose l'idée dont on est parti, en disant que quelqu'un qui a du goût, donc, ne sacrifierait pas l'amitié à la primauté d'une vérité absolue. Et c'est aussi débarbariser le beau, c'est aussi débarbariser la vérité. Entre plusieurs vérités, en tout cas entre plusieurs idées recevables que des argumentations peuvent proposer, on va choisir en fonction... on va choisir les idées de meilleure compagnie, ou en fonction des gens de meilleure compagnie. Et je lis son commentaire de la phrase. « À coup sûr, c'est une affirmation téméraire, ou outrageusement téméraire même, surtout parce qu'elle concerne la vérité. Ce que dit Cicéron, en fait, c'est que pour le véritable humaniste, ni les vérités du scientifique, ni la vérité du philosophe, ni la beauté de l'artiste ne peuvent être absolues. L'humaniste, parce qu'il n'est pas un spécialiste, exerce une faculté de jugement et de goût qui est au-delà de la contrainte que chaque spécialité fait peser sur nous. Cicéron dit « En ce qui concerne mes liens avec les hommes et les choses, je refuse d'être contraint même par la vérité, même par la beauté. » Et je pense que c'est ça qui est important, c'est en ce qui concerne mes liens avec les hommes et les choses. Je refuse d'être contraint par la vérité et par la beauté. Et là, donc je pense que toute la logique affinitaire est là. C'est-à-dire que des liens vivables, ils s'expérimentent, ils s'éprouvent, et aucune idée de ce qu'est une relation juste, une relation bonne ou belle, ne peut s'imposer de l'extérieur pour organiser les relations. C'est-à-dire que si vous êtes dans des relations qui ne vont pas, qui dysfonctionnent, c'est pas parce qu'on vous prouve qu'elles sont bonnes que vous allez les trouver bonnes, c'est pas possible. Donc c'est important que ce soit pour juger des liens, que ce soit en ce qui concerne mes liens, la vérité et la beauté ne comptent pas. Donc ce qui fait une bonne relation, forcément cela s'éprouve et cela se voit sur les manières d'être en relation. Donc ça n'a pas de sens de penser tout seul une relation, donc ça n'a pas de sens de penser tout seul ce que c'est que la justice. Ça n'a aucun sens d'être dans un cabinet et de dire ben voilà, la justice, ça va être telle relation, telle répartition de l'impôt, telle chose. Donc, et donc on arrive à la conclusion à la fin, une personne cultivée est quelqu'un qui sait choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses, les pensées, dans le présent comme dans le passé. Et du coup, je suis partie au début de ce chemin de la critique politique, de la prétention à détenir le vrai ou à avoir raison, et j'arrive à l'idée d'avoir des pensées pour compagne. Donc on a là deux rapports aux idées qui s'opposent. Le rapport de propriété des idées ou de soumission aux idées, qui finalement revient au même, et le rapport de compagnie aux idées.
Et dans le rapport de compagnie aux idées, on ne se soumet pas aux idées. On ne tient pas fanatiquement aux idées au point de tyranniser tout le monde, voire de tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord. On ne s'identifie pas aux idées, mais les idées nous accompagnent. Et on les a choisis, on les a élus, comme on élit des amis. Et les gens qu'on choisit, comme les idées qu'on choisit, on peut aussi les quitter. C'est-à-dire que ça se fait en fonction de rencontres, ça se fait en fonction de la découverte de nouvelles affinités, ou ça se fait aussi en fonction de la conjoncture et de changements de conjoncture. Alors, j'ai fait mon tour dans la crise de la culture. Donc, j'ai laissé en chemin un problème, une tension, une insuffisance du texte sur la pensée élargie. Encore une fois, sous un certain rapport, on a l'impression que ce processus de formation de la pensée, qui est dit politique, tend à l'universalité et vise l'impartialité et le consensus. Et ce que je pense, c'est que poussée jusqu'au bout, cette logique pourrait paraître anti-politique, en fait. Et donc, la semaine dernière, j'avais pris un exemple, et une question avait été posée, donc je vais la reprendre parce que ça permet de penser ça. Donc là, quand j'avais parlé des affinités, j'avais pris l'exemple que prend Lordon quand il reparle de l'épisode de la chemise à Air France l'année dernière. Et il dit, voilà, on pourrait très bien... Il y a eu une chemise qui a été déchirée. Si on a argumenté, on pourrait dire que c'est mal de déchirer les chemises, on pourrait dire que c'est mal de virer les gens. Et donc finalement, on va choisir en fonction d'affinité, pas en fonction de raison. Et donc on sait très bien quel est son camp. Et il y avait Brice qui était là et qui avait dit, oui, mais on pourrait très bien aussi se mettre à la place du DRH et savoir qu'en fait... Par exemple, il a été menacé et que s'il ne faisait pas ce plan social, ses enfants étaient enlevés, torturés, tués, etc. Et donc lui aussi, il souffre dans l'affaire parce que lui aussi est dans une contrainte. Et oui, on pourrait très bien accepter ça. On pourrait très bien accepter que, on pourrait, en changeant les échelles, voir les perspectives de chaque côté et rentrer dans toutes les perspectives. Mais précisément, si on rentre dans toutes les perspectives, bon, premièrement, à un moment, la tête explose parce que si on compose trop de plans, on ne sait plus où on est. Mais deuxièmement, ça dépolitise l'affaire. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir ses raisons, chaque perspective peut avoir ses logiques, mais à un moment, il faut quand même choisir. Et ce choix de la perspective, à quoi est-ce qu'il tient ? Quand je l'avais répondu, je lui avais parlé de Simone Veil, et j'avais dit que Simone Veil, à un moment, elle faisait vraiment ça. Elle appelait ça d'ailleurs composer les plans. Dans la pensée, c'est de penser de toutes les perspectives, mais elle en avait arrêté la politique parce que c'était plus tenable. Et que, de toute façon, elle voyait toujours le mal qui était fait à tous dans tous les camps, et finalement, elle ne pouvait plus trancher entre les différents mots. Mais même si, dans toutes les perspectives, à un moment, tout le monde souffre ou tout le monde a du mal, ça n'empêche pas de discriminer. Et là, c'est ce que dit Arendt. La politique, ça consiste à discriminer un moment. Donc, ce qui manque dans la crise de la culture et ce qui ne manque pas dans d'autres textes d'Arendt, et notamment le prochain que je vais regarder, c'est une pensée de la conjoncture, en fait. C'est une pensée des situations objectives et des rapports entre les hommes. Donc, cette pensée de la conjoncture, et donc cette plus grande attention à la partialité, Arendt la développe dans un article qui est écrit quasiment la même année que le premier, en 1959, sur Lessing. Et en plus, dans cet article, le lien est fait plus précisément avec le problème de l'amitié. Donc Lessing, figure des Lumières allemandes, elle fait un discours sur lui parce qu'elle recevait le prix Lessing, et elle le met du côté de ceux qui assument la partialité et qui jugent ou suivent les hommes non pas d'après la vérité, la raison, l'objectivité, mais en ayant pour critère leur rapport au monde, le statut dans le monde des choses ou des gens. Donc elle dit ils louaient les gens en fonction de leur statut dans le monde. Ils attaquaient ou louaient les gens en fonction de leur statut dans le monde. Et pour Arendt, c'est une disposition qui est à la justice. Et elle écrit cette phrase qui pourrait paraître bizarre, la justice n'a que peu à faire avec l'objectivité au sens courant du terme. Précisément parce qu'elle est affaire de conjoncture et de rapport au monde. Et dans l'article, comme elle l'a fait avant, elle montre que cette disposition se déploie du côté de l'art comme du côté de la politique. En tout cas, chez Lessing, ça prenait une forme esthétique et une forme politique. Dans le domaine de l'art, dit-elle, Lessing jugeait non pas la perfection de l'œuvre d'art en elle-même, mais en fonction du rapport qu'elle institue au spectateur et du monde commun qu'elle crée. Donc, je propose une citation. Lessing ne pouvait pas ou ne voulait pas juger une œuvre d'art en elle-même, indépendamment de son effet dans le monde. Et dans le domaine des politiques, Lessing juge des politiques en fonction de leur effet sur les gens. Et donc, je la cite.
Aussi pouvait-il attaquer ou défendre dans ses polémiques, en tenant compte à chaque fois du jugement public, indépendamment du degré de vérité ou de fausseté de la chose même. Donc là, on retrouve ce truc très étonnant a priori, dans une polémique, ne pas faire attention d'abord à la vérité de ce dont il est question. Et on revient à ce qui caractérise ce qui est, me semble-t-il, la pensée politique, c'est-à-dire qui refuse de raisonner indépendamment des effets de domination, de ségrégation, d'humiliation ou de constitution d'une puissance commune que peuvent avoir les œuvres ou les discours. C'est-à-dire qu'ils ne s'attachent pas aux principes indépendamment de ce que leur formulation, dans tel espace public, fabrique comme monde et comme lien. Et ce mode de pensée élaboré dans la sphère artistique s'applique au domaine politique parce que même dans la sphère artistique, il est d'emblée politique. Donc là, si je vais donner les exemples qu'il donnait lui. Et Arendt dit, en tout cas, ce que faisait Lessing, il disait qu'il laisserait en paix ceux à qui tous portent les coups. Donc il aurait refusé dans une politique de prendre position, dans une polémique, pardon, de prendre position contre ceux qui se prennent déjà tous les coups. Donc ce qui est facilement applicable à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc en pleine lumière, là, au XVIIIe siècle, l'exemple de Lessing qu'elle reprend, c'est celui du statut du christianisme, qui est évidemment attaqué par les Lumières. Et elle dit, pour lui, finalement, peu importer la vérité du christianisme, peu importer savoir s'il fallait ou pas laisser de la place à la religion, il disait cela, là où tout autre combattait à propos de la vérité du christianisme, il en défendait surtout la position dans le monde, tantôt inquiet qu'il puisse encore renforcer ses prétentions à la prédominance, tantôt craignant qu'il ne disparaisse tout à fait du monde. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que Lessing n'aurait pas voulu joindre sa voix à des gens qui voulaient soit déjà avoir une prédominance dans le monde, soit qui voulaient détruire quelque chose. Qui que ce soit, qui soit celui qui ait l'attitude de domination. Et on se soucie que le christianisme ne disparaisse pas du monde, il est aussi important pour notre sujet, ici, parce qu'on est dans un contexte où une partie des Lumières, dont Lessing, défend une rationalité critique qui a pour but que la raison ne produise pas une nouvelle domination fanatique qui s'appuierait non plus sur le dogme mais sur les preuves. Et Lessing parle du risque de la théologie des Lumières. Il y aurait théologie des Lumières si la philosophie des Lumières devenait non critique et donc devenait un nouveau fanatisme. Et il pointait le risque que la raison veuille tout convertir de force, et si elle le faisait, elle devenait irrationnelle. Et donc pour lui, la coexistence entre la philosophie et la religion était une garante du fait que la religion ne devenait pas impérialiste. Et donc pour Lessing, dans le domaine politique, le fait de vouloir administrer des preuves, de vouloir dominer la pensée par le raisonnement, c'est une manière dominatrice. Et à cette manière, il oppose la liberté, et pour lui, la liberté pour la pensée, c'est une liberté de se mouvoir. La liberté, elle est pensable comme mobilité, et donc comme mobilité, comme capacité de passer de perspective en perspective. Ce qui implique, pour un même homme, dans le temps, éventuellement, de soutenir d'abord la philosophie contre le christianisme, puis le christianisme contre la philosophie, en fonction du changement de conjoncture, sans pour autant se contredire lui-même. Parce que, finalement, le rapport au monde a plus d'importance que la cohérence avec soi-même quand on juge. Donc, le jugement est sensible aux variations de conjoncture et aux rapports de force. Donc, je cite Arendt, la page 16. La critique, au sens de Lessing, prend toujours parti pour le monde et ses intérêts, comprenant et jugeant toute chose en termes de situation dans le monde à un moment donné. Donc l'idée, c'est que rien ne peut être jugé en soi, rien ne peut être jugé seul. Et comme on ne juge qu'en situation, on juge forcément avec les gens qui font la situation. Et jusqu'à présent, on aurait pu penser que juger avec, c'est essayer d'avoir un accord, etc. Et c'est là qu'il y a une phrase qui est très loin de ce qu'on a vu tout à l'heure. Le penser de Lessing n'est pas un parler avec soi-même, mais l'anticipation d'un parler avec d'autres, et c'est pourquoi il est essentiellement polémique. Donc là, parler avec, c'est plus quelque chose de consensuel, c'est essentiellement polémique. Donc là, la pensée élargie n'est plus du tout une garantie d'universalité. Et ce qui rend compte de la différence entre les deux textes, parce que de manière première, il y a contradiction, c'est la mise en avant, dans le texte de Lessing, de l'inscription dans la conjoncture. Et d'abord de la situation dans laquelle se trouvent ceux avec qui on parle. Ceux avec qui on va choisir de parler en raison de la conjoncture.
Et cette conjoncture, elle est faite de rapports de force. Et donc, on parle avec, et on est avec, et on s'oppose à, et on choisit ceux avec qui on parle, parce que toutes les perspectives n'ont pas le même rapport au monde, n'ont pas la même place dans le monde et ne fabriquent pas le même monde. Et donc ça, c'est important aussi, je vais y revenir. On ne parle pas pour, on parle avec. Ce qui implique aussi ce qui va nous conduire à penser se parler avec comme amitié. Et cette amitié, dit Lessing, dit Arendt, d'emblée, il est précisé qu'elle est sélective. Et à partir de là, on va peut-être pouvoir préciser le concept d'amitié politique. Alors, la première chose que fait Arendt, c'est de distinguer l'amitié de la fraternité. La fraternité est du côté de la compassion, de la pitié. Elles sont égalitaires, elles ne sont pas sélectives. C'est-à-dire que j'ai de la compassion pour tout le monde qui souffre, quelle que soit sa place dans le monde, y compris pour les méchants, y compris pour ceux qui font le mal. Donc si un méchant souffre, je peux avoir de la compassion pour lui. Donc tout à l'heure, le DRH, je peux compatir à sa souffrance, qui fait qu'il va faire le plan social. On peut sympathiser avec toutes les perspectives sans trancher, parce qu'on souffre pour l'homme en tant qu'homme qui subit des souffrances de la part du monde. Et là, on retrouve ce vocabulaire étrange d'Arendt. Elle dit « cette fraternité, elle est acosmique et elle est barbare ». Et encore une fois, la barbarie vient encore avec le fait de ne pas discriminer. À cette fraternité indiscriminée, Arendt oppose l'amitié comme prise de position sur le monde. Donc elle prend l'exemple de l'amitié entre un juif et un allemand dans les années 30 en Allemagne. Et elle écrit « une telle amitié aurait été une prise de position contre le monde tel qu'il était ». Je vais y revenir. Donc, d'abord, en se référant à l'Antiquité, elle distingue l'amitié non seulement de la compassion, j'ai déjà dit, mais aussi de l'intimité. En se référant à l'Antiquité, elle dit que l'amitié, premièrement, entre avant tout en jeu dans le partage de la joie et du bonheur. On n'a pas des amis parce qu'on veut compatir, parce qu'on veut être solidaire dans le malheur, etc. On a des amis parce que notre bonheur serait diminué si on était tout seul à le vivre, et qu'on est plus heureux quand on partage notre bonheur que si on est tout seul. Donc c'est une expansion plutôt de joie et de bonheur. Et deuxièmement, l'amitié est condition du bonheur commun ou du bonheur public. Donc elle a toujours immédiatement une dimension politique. Cependant, Arendt refuse, et elle en fait un contresens, l'idée que penser l'amitié comme fondement du lien politique signifierait penser une société unie, justement, par l'amitié, une société qui deviendrait consensuelle. Donc elle refuse de l'idée que penser l'amitié comme fondement du lien politique, ce serait écarter le spectre de la guerre civile et des factions. C'est une idée d'ailleurs qu'on attribue souvent. Si on est tous amis, la cité se porte bien et on n'est pas divisé en lobby, en factions, en inimitié. Donc encore une fois, il n'y a pas d'horizon du consensus et de l'unité totale. Ensuite, elle voit dans l'amitié une disposition à partager le monde avec d'autres hommes. Et elle dit être philanthrope, c'est aimer la compagnie en général, c'est avoir cette disposition. Et là, encore une fois, on pourrait penser que ce n'est pas sélectif. Le philanthrope, c'est celui qui aime les hommes, et il aime la compagnie, il est content d'être accompagné, mais ça pourrait être tout le monde. Sauf qu'elle a dit que l'amitié est sélective. Donc on retombe dans cette tension de sélection ou pas sélection. Et encore une fois, ce qui va trancher, c'est le rapport à la conjoncture. Et la phrase importante, je pense, c'est celle-ci, page 35, « L'amitié n'est pas intimement personnelle, mais pose des exigences politiques et demeure référée au monde. » Donc pour reprendre son exemple de l'amitié entre le juif et l'allemand en Allemagne dans les années 30, elle dit on pourrait avoir deux versions, on pourrait l'interpréter de deux manières. Il y aurait une manière qui dirait peu importe le monde, nous sommes amis quand même. Et nous sommes amis parce que nous sommes des êtres humains et en tant qu'êtres humains, nous sommes amis. Et elle dirait, dire ça, ce serait complètement pour le coup acosmique et à côté de la plaque politiquement. Ce serait juste être aveugle au monde tel qu'il est. Au contraire,
l'amitié entre le juif et l'allemand n'est pas cosmique, elle n'est pas hors sol, elle ne nie pas la situation si elle est pensée justement comme amitié entre quelqu'un qui est vraiment juif et quelqu'un qui est vraiment allemand, et donc amitié qui en soi est un acte de résistance contre un monde qui vise à la rendre impossible. Donc cette amitié, du coup, par le seul fait de se nouer, elle désigne des adversaires. Donc l'idée de parler ensemble entre Allemands et Juifs, ça désigne forcément les nazis comme adversaires. Donc c'est quelque chose qui est partial et c'est quelque chose qui est conflictuel. Et ce qui est important pour moi à penser, il me semble, c'est que là, c'est l'amitié qui désigne l'ennemi, et ce n'est pas l'ennemi commun qui fabrique l'amitié. Donc on n'est pas dans une pensée dans laquelle l'inimitié serait la première réalité politique, et conduirait à nouer des alliances parce que l'inimitié serait donnée. Au contraire, c'est l'amitié qui est première. Et ça j'y reviendrai, mais ça va me sembler important. Et Arendt dit même que la formule, c'est « nous devons être amis ». Donc ça va m'importer tout à l'heure. « Nous devons être amis », disent le juif et l'allemand, parce que c'est pas possible normalement, quoi. Les lois l'interdisent. Et nous devons être amis non pas parce que nous avons un ennemi commun, mais nous devons être amis. Pourquoi ? Parce que le monde est meilleur si les gens sont liés que plutôt que s'il y a discrimination totale. Parce qu'un monde où une amitié est interdite n'est plus un monde habitable. D'où l'idée que c'est un acte de résistance référé au monde. Du coup, l'amitié devient un critère pour juger des doctrines ou des groupes, dans le texte d'Arendt. C'est-à-dire qu'une doctrine, dit Arendt, qui empêche les amitiés, c'est-à-dire une doctrine qui démontrerait la nécessité de faire de la ségrégation, qui poserait de l'inégalité, de l'indignité, la dangerosité d'une partie de l'humanité, toute doctrine de ce type-là est à rejeter, quand bien même il serait possible de la démontrer. Donc, ça peut paraître absurde cette idée que de telles doctrines seraient démontrables, mais il y a des doctrines en permanence comme ça qui sont entre guillemets démontrées. C'est-à-dire on a toujours des arguments pour dire que tel genre de personnes sont forcément les délinquants, tel autre genre de personnes vont mener à la destruction de l'humanité. Et c'était l'exemple dont j'étais partie la fois dernière, mais j'étais partie du conflit autour du mariage pour tous, mais il y a eu des tas de discours qui ont été produits et reproduits qui expliquaient que les homosexuels allaient détruire l'humanité et la civilisation. Ce qui a produit une résurgence des agressions homophobes, donc il y a bien des discours qui produisent de l'inimitié. Et ce que dit Arendt, c'est que quand des discours produisent de tels effets, il n'y a même pas à regarder les arguments en fait, il n'y a même pas à argumenter. L'argumentation n'a aucun intérêt. Un discours qui produit de la ségrégation est mauvais, politiquement. Et du coup, moi ce que je voulais faire, c'était aller réfléchir à partir de là à ce qui se passe un petit peu en ce moment. Et donc ça, après on pourra discuter ensemble. On pourra voir comment on peut appliquer ça. Donc j'ai fait ça le mois dernier et il y a eu notamment il y a eu l'affaire de Théo à Aulnay-sous-Bois et ensuite s'en est suivi une mobilisation à la fois dans les banlieues, à la fois dans les centres-villes et parfois les deux mélangés. Et ça a remis sur le devant de la réflexion une question qui est classique, qui est plus aiguë depuis quelque temps, qui est celle de la convergence des luttes et de l'amitié politique possible entre les habitants et les militants des quartiers populaires et les habitants blancs des centres-villes. Et c'est une question qui est compliquée, c'est une convergence qui est compliquée parce qu'il y a beaucoup de défiance et l'amitié ne va pas de soi. Quand bien même des gens, c'est-à-dire là pour le coup très concrètement, les gens des centres-villes qui font des manifestations, etc., se disent les amis de ceux qui souffrent dans les quartiers, et c'est pas sûr que l'amitié soit acceptée d'emblée. Et ça peut produire beaucoup d'exaspération, et donc c'est compliqué, parce qu'on arrive, on vous soutient, mais on veut pas de votre soutien. La question n'est pas évidente. Et pour penser ça, je voudrais mentionner deux pancartes que j'ai vues dans des manifestations, qui montrent à quel point on peut mal penser ces choses-là, que ça peut pas fonctionner. Il y a une première pancarte que j'ai vue, ça c'était le 5 novembre 2016, c'était pas pour Théo, c'était pour Adama Traoré. Il y avait marqué « Adama Traoré tué », donc je rappelle qu'il a été tué, qu'il est mort dans une gendarmerie. « Adama Traoré tué, tout le monde souffre », porté par une dame blanche. Et puis le 18 février dernier, place de la République, un blanc qui tenait une pancarte avec écrit « Je suis Bamboula ». Alors, la première pancarte, Adama tué, tout le monde souffre. Là, on retrouve en fait le ressort de la compassion.
et de la fraternité, et donc d'une fraternité qui est universelle, qui est indiscriminée et qui méprise les différences. Et là, on a envie de répondre, non en fait. Quoi, tout le monde souffre, pas sûr, ou en tout cas pas pareil. C'est-à-dire que nous, je peux me permettre de dire nous, hein, nous les blancs des centres-villes, nous ne savons pas ce que vivre dans la peur permanente du contrôle d'identité qui peut toujours dégénérer. Nous n'avons personne de notre famille qui s'est fait tabasser par la police. On n'a pas grandi avec nos parents qui nous disaient « fais attention à la police en sortant ». Donc on ne sait pas ce que c'est qu'un monde qui est constitué comme ça. On le sait intellectuellement, mais on ne l'a pas vécu. Donc c'est pas vrai qu'on souffre de la même manière de ce qui se passe, parce que ça ne fait pas écho à notre propre vécu. Il y a d'ailleurs une formule qui a eu beaucoup de succès sur les réseaux, sur les pancartes, qui dit ça. Il y a une formule qui disait « Théo et Adama te rappellent pourquoi Ziad et Bouna couraient ». Ziad et Bouna, c'est ceux qui couraient, qui sont fait électrocuter avant les révoltes de banlieue de 2005. Et c'est sûr que Théo et Adama, Ziad et Bouna couraient, c'est sûr que quand on n'a pas, quand on vit pas, quand on sait pas pourquoi ils couraient. En fait. C'est vrai que c'est bizarre de se mettre à courir quand on est contrôlé par la police. Ça nous semble bizarre. Après, on peut comprendre. Mais nous, on a besoin d'explications pour qu'on comprenne. Eux, non. Donc, on n'habite pas le même monde, en fait. Donc, il faut quand même se résoudre à dire qu'on n'habite pas le même monde. Du coup, cette prétention à la compassion indiscriminée, tout le monde souffre, elle nie cette différence de monde qui est notre donnée politique, et donc elle est, dirait Arendt, je pense, acosmique. Quant à « je suis Bamboula », évidemment, non. Alors... Déjà, les pancartes des Noirs à Bobigny, c'était plutôt « on n'est pas des bamboulas ». Et là, le blanc avec sa pancarte, il veut être, parce qu'apparemment c'est la mode d'être depuis, je sais pas si ça remonte à Charlie ou avant, mais on est beaucoup. Mais là encore, bon, il est gentil, il veut bien s'identifier, mais il sait pas ce que c'est que le racisme institutionnel, il sait pas ce que c'est. Donc non, il n'est pas ça. Mais ce qui est intéressant, c'est cette logique d'identification, c'est une prétention à l'identification. On est comme eux. Et donc on pourrait très bien dire, oui, on doit être amis parce qu'on est comme eux, ou on doit être amis parce qu'on souffre comme vous. Et là, le texte de Arendt sur les signes peut encore m'être utile, parce que quand elle oppose la fraternité et l'amitié, elle constate que la fraternité, c'est souvent un lien qui soude les parias entre eux, qui soude ceux qui sont vraiment le plus opprimés dans une société. Et elle dit que c'est un lien qui est très fort, qui est d'identification, qui est chaleureux, et voilà, qui permet de se soutenir dans un monde qui ne nous fait aucune place. Donc c'est un lien d'identification. Et ce qu'elle dit, c'est que souvent, dans une société, dans un système politique, ceux qui ont honte du monde tel qu'il est, voudraient s'identifier aux parias. Parce que comme ils ont honte du monde tel qu'il est, ils ne veulent pas être du côté des dominants. Donc ils préfèrent être du côté des autres. Donc voilà, je suis vous, moi aussi je suis noir. Et donc Arendt dit, là encore, c'est de l'acosmisme. C'est une négation des rapports du monde. C'est une négation des responsabilités qui composent le monde. Parce que voilà, même... on ne peut pas faire que la situation politique dont on hérite est celle-là et qu'on n'est pas à la même position. Et donc elle suggère de gagner quelques distances vis-à-vis de nous-mêmes et de la manière moderne de sentir. Et c'est cette manière moderne de sentir sur laquelle il faut s'interroger, et je pense que il y a une manière moderne de sentir qu'elle pointe là et que nous on peut peut-être retrouver, qui est la manière identitaire justement. Ce qui consiste à raisonner en termes d'identité et non pas de rapport. Et donc voilà, les pancartes dont j'ai parlé, elles relèvent d'une manière identitaire de penser, et donc acosmique et donc antipolitique. Alors, les pancartes oui, donc, ensuite on pourrait répondre oui, mais si on lit le texte d'Arendt de plus près, ce qu'elle critique, c'est les gens qui pensent s'identifier totalement, nier les distances fabriquées par la politique, et à cela on pourrait opposer le raisonnement suivant. La convergence entre les militants blancs des centres-villes et les militants, on va dire racisés comme on dit maintenant, des quartiers est possible et est politique, et l'amitié est politique parce que les deux ont le même ennemi, en l'occurrence là, la police. La thèse étant que depuis l'état d'urgence, la répression politique se généralise
et que ce dont les gens font l'expérience depuis des années dans les quartiers, on a commencé à le voir dans des centres-villes au printemps dernier et depuis. Donc il y aurait bien une convergence qui serait fondée non pas sur une identité, mais sur la conjoncture politique. Alors, là encore, on peut dire à voir. L'argument, de fait, il peut être accepté par les gens des quartiers. De plus en plus disent ouais, c'est vrai que les choses ont changé et maintenant on peut se parler parce que vous pouvez commencer à nous comprendre. Et ça, c'est des choses qu'on entend. Cela dit, il y a quand même des différences d'intensité et il y a une différence qui est énorme, qui est c'est pas pareil d'être poursuivi pour ce qu'on est ou pour ce qu'on fait. Et par ailleurs, j'ai lu, c'est ça qui m'a intéressé au début, j'ai lu des textes extrêmement critiques venant de gens des quartiers populaires contre les manifestations qui avaient lieu à Paris autour des anarchistes, antifa, autonomes, etc. Des textes qui disaient, voilà, qui renvoyaient tout le monde dans le même panier en disant franchement, les racistes, les associations traditionnelles qu'on déteste, récupératrices, genre SOS Racisme, et les antifas, tout ça, vous êtes tous les mêmes. Vous voulez tous nous parler à notre place, occupez-vous de vous et foutez-nous la paix. Il y a vraiment des choses comme ça. Donc les jeunes qui bloquent les lycées, arrêtez. Vous ne comprenez rien à ce que vous dites, vous ne savez pas de quoi vous parlez, donc taisez-vous. Donc il y a des choses comme ça. Donc on veut être vos amis, mais la réponse est taisez-vous, vous ne savez pas. Et j'ai lu un autre texte aussi dans un blog sur Mediapart qui disait voilà. Nous, on n'est pas du tout contre la convergence des luttes, on n'est pas du tout pour le communautarisme, on n'est pas pour qu'il ne se passe rien. Par contre, on est contre l'arrogance avant-gardiste de ceux qui ne connaissent rien à ce qu'on vit. Et il disait, il y avait une phrase qui était pas mal, qui disait « Nous sommes à cheval entre un monde où ceux qui militent ne vivent même pas une fraction de ce qui les pousse à l'action, et un autre où l'on vit constamment ce contre quoi on ne parvient pas à agir. On ne parvient à agir que de manière fragmentée ou diffuse. » Mais en tout cas, il disait voilà, l'amitié qui est proposée par les gens qui se mobilisent, elle ne va pas de soi et elle n'est pas acceptée simplement. Donc évidemment, pour penser ça, il faut replonger dans la conjoncture politique et voir tout le passif historique, le passif de récupération des luttes par les associations proches du gouvernement, proches des institutions. Et ce qui est sûr, c'est que être à des places même pensables comme comparables, même de loin, ne suffit pas à identifier et à confondre les places et à produire un partage d'expériences. Donc là encore, ce qui m'intéresse, c'est qu'avoir un ennemi commun, ça ne suffit pas. Et dire on a le même ennemi, ça ne suffit pas. Et deuxième chose, la sympathie n'efface pas la différence des places, de rapport au monde et de responsabilité que produit la conjoncture. De fait, donc, la dimension raciale et postcoloniale de ce que subissent les quartiers exclut toute identification. Du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Donc il y avait une autre banderole qu'on a vue plusieurs fois qui disait « Hier on noyait les Algériens, on tue toujours dans les cités, la solidarité est notre seule arme ». Donc cette banderole portée par des Blancs. Donc cette banderole est déjà plus réaliste, parce qu'il est question des Algériens, des cités, donc pas nous, et ensuite la solidarité est notre seule arme à nous. Donc déjà elle fait bien la différence entre qui parle et qui est où. Et donc il nous reste la solidarité. Alors la notion de solidarité, elle suppose qu'il y a une interdépendance et une réciprocité. Donc elle n'est pas totalement inadéquate, elle n'est pas inintéressante, mais elle est justement à démontrer. Le fait qu'il y ait interdépendance, c'est ce qui mérite d'être démontré, c'est difficile d'en faire un présupposé. C'est pourquoi, me semble-t-il, les idées d'affinité et d'amitié politique peuvent être plus opératoires. Donc très concrètement, qu'est-ce que peut signifier penser une amitié politique entre racisés des quartiers et blancs des centres-villes? Donc pas une amitié intime, mais une amitié politique. Qu'est-ce que ça veut dire que les blancs des centres-villes peuvent se sentir plus d'affinité avec les racisés des quartiers qu'avec les policiers racistes qui les tabassent, les hommes politiques racistes qui les cautionnent, etc. Donc plus d'affinité, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils se sentent identiques ou plus proches. Ça veut dire qu'ils choisissent de faire alliance avec eux. Et là-dessus, je me fonde sur ce que dit Proudhon dans Qu'est-ce que la propriété, quand il oppose la consanguinité et l'affinité. Donc, l'affinité, c'est une manière élective de se lier, qui ne repose pas sur l'identité familiale.
Donc l'affinité, elle est du côté de l'alliance, et donc l'alliance, elle est élective et elle est choisie. Donc l'affinité, c'est une tendance à s'allier, à s'associer, à aller vers, à élire, pour reprendre le mot de Goethe dans les affinités électives, enfin le titre de Goethe. Donc l'affinitaire n'est pas prédéterminé, l'affinitaire politique n'est pas prédéterminé ni par les identités, ni même par les places dans le jeu politique. Encore une fois, la place, dire qu'on a des places équivalentes ne suffit pas. Avoir un ennemi commun ne suffit pas non plus. Donc ma proposition est la suivante, ce serait le premier point qui vient définir l'affinité, c'est que l'affinité politique ne vient pas de l'identité, ne vient pas de la sympathie, c'est pas je souffre votre souffrance, elle est liée au choix d'un monde, c'est-à-dire c'est-à-dire que le choix de certaines alliances vient d'une lecture du monde, de la conjoncture, et d'une sensibilité à l'état du monde et des rapports qu'il structure. Donc ce qui compte, c'est pas seulement le sort de ces gens, c'est le sort de toute la communauté qui se joue là. C'est-à-dire que la disposition à être du même côté, voire à s'allier à, prend en compte tout le monde. Donc elle est d'emblée un refus du fonctionnement du monde. Ça reprend un peu ce que disait Arendt quand il disait l'amitié entre le juif et l'allemand, c'est un refus du monde ensemble, c'est un refus de tout le système nazi. Et donc, c'est ça qui est intéressant, si elle prend en compte le monde comme elle le fait, elle ne risque pas de nier tout ce qui peut se séparer de ceux avec lesquels elle est disposition à converger. Donc elle prend en compte la distance, la différence de place et le fait que le lien est bien une exigence. Et ça reprend ce que disait Arendt, c'est pas nous sommes amis, c'est nous devons être amis. Parce que normalement on ne devrait pas l'être, et c'est compliqué de l'être. Et il y a beaucoup de travail à faire pour l'être. Donc elle ne part pas d'une affirmation abstraite et principielle qui serait la cause des opprimés doit toujours être soutenue, donc je vais du côté des opprimés, ça ce serait quelque chose de très général et d'assez apolitique. Elle ne prend pas non plus en compte le racisme c'est mal, donc je vais du côté des racisés. C'est pas ça. Elle est conjoncturelle. C'est-à-dire qu'elle vise un monde précis à transformer avec ceux avec lesquels on veut s'allier. Et surtout un monde qui serait déjà transformé dès lors qu'il y aurait alliance. Et donc, c'est important aussi, parce qu'elle ne part pas de principe abstrait. Parce qu'elle ne dit pas « je prends la cause des opprimés » ou le racisme c'est mal et donc les victimes je vais les aider. Elle n'enferme pas ceux avec qui on va s'allier dans un statut de victime. Et donc elle ne va pas reproduire une énième relation protectrice et encore paternaliste qui reproduisent les effets de domination. Et c'est ça qui pose problème. Donc elle peut permettre une relation qui soit d'amitié, c'est-à-dire égalitaire et réciproque. Donc elle peut permettre la constitution d'un véritable être avec. Et cela fait apparaître que l'amitié politique n'est pas un lien simple. Donc c'est premièrement un lien exclusif. Donc on choisit les uns contre les autres, et même contre tout un fonctionnement d'un monde. Et deuxièmement, c'est un lien problématique et qui ne va pas de soi, vu que le fait qu'il y ait lien est un enjeu. Ce qui implique des exigences en termes de manière, justement, en termes de manière d'essayer de nouer l'amitié, de proposer l'amitié et de se comporter dans l'amitié. Puisque c'est là que les manières peuvent rendre impossible cette amitié qui pourrait être souhaitée. Et je donne des exemples, mais peut-être que simplement formuler comme ça, le lien va de soi, on doit être amis parce qu'on a la même cause, rien que ça, c'est violent. Rien que ça, c'est une manière qui n'est pas très accueillante et qui n'est pas très égalitaire. C'est prétendre parler tout seul de la relation, en fait. C'est déjà ne pas parler avec, en fait. Vouloir démontrer que l'alliance est nécessaire, c'est déjà parler tout seul, en fait, et ne pas se mettre avec. Entre parenthèses, il me semble que, pour faire le lien avec les polémiques de l'année, ça doit permettre de penser toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour de soit des assemblées non mixtes féministes, soit des camps des coloniaux non mixtes, où on entend toujours des gens s'insurger. C'est scandaleux, moi je suis féministe, moi je ne suis pas raciste, pourquoi ne m'accueillez-vous pas dans votre assemblée non mixte ou dans votre camp décolonial non mixte? Je suis votre ami, ne m'excluez pas. Et là, on a envie de dire, mais on viendra le voir quand on aura envie. Donc tais-toi, tu sais rien, et on verra bien.
Et de fait, quand on discute, c'est ça, c'est vraiment les arguments. Les gens qui étaient énervés à cause des manifs, même des sympathiques, autonomes, antifascistes, etc., récents, disaient voilà, c'est encore des gens qui parlent à notre place. Et donc, on disait, on ne supporte plus que des gens qui ne connaissent pas ce qu'on vit apparaissent publiquement comme défendant la cause d'eux. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre parler avec et parler pour, en fait ? Et donc les questions de manière sont cruciales. De même qu'il y a eu un texte qui disait, ben voilà, Bobigny c'était bien, tout le monde est venu à Bobigny, alors il y a eu des émeutes auxquelles ont participé des gens des quartiers et des gens de Paris, mais on avait l'air de dire, ouais, mais c'est sympa de venir chez nous et de foutre vos tags partout, mais après c'est dégueulasse et c'est nous qui nettoyons. Donc ça peut être l'émeute aussi blanche à Bobigny peut être une mauvaise manière. Donc parler pour n'est pas possible. Parler pour, c'est pas possible. Parler avec, c'est la condition, mais parler avec, c'est compliqué, et en tout cas, on ne peut pas parler avec sans avoir été invité à parler. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que le concept d'amitié politique peut être plus intéressant que celui de solidarité. C'est-à-dire que la solidarité, il y a quelque chose d'objectif, il y a un rapport d'interdépendance qui est objectif. L'amitié, elle ne peut pas être objective. L'amitié, elle vient forcément d'une rencontre, elle ne peut pas s'imposer, elle se tisse et elle est choisie par les deux, dans la réciprocité et dans l'égalité. Donc imposer l'amitié ou prétendre seul à l'amitié, c'est une contradiction performative en fait. Et après, la question de savoir comment fabriquer cette amitié qui est tellement compliquée qu'il va pas de soi, il faut voir d'où ça peut venir, et ça peut voir justement de qu'est-ce qu'on rend désirable dans l'amitié. Et ça, je vais revenir ensuite sur un autre texte. Donc dans ce contexte, je suis tombée sur un argument. Peut-être que vous voulez que j'arrête et qu'on discute, parce que c'est presque là, il reste juste un quart d'heure. Si vous avez des remarques. Finis sur Alors, je suis tombée sur un texte dans Ballast, dans un magazine qui s'appelle Ballast, de Mathieu Rigouste, donc le 17 février dernier, qui parlait justement, qui reprenait un peu toutes ces idées à propos de l'actualité. Alors déjà, c'était étonnant comme ça résonnait avec beaucoup de choses. Donc, et je pense que c'est son ancrage dans la tradition libertaire anarchiste qui explique ça, parce que toutes ces questions d'affinité, elles viennent notamment de la tradition anarchiste qui fait passer la logique affinitaire avant la logique du programme. De toute façon, il n'y a pas d'élection. Donc il écrit ceci au début: je signe ces recherches pour qu'on puisse venir me demander des comptes, mais les réflexions qui les structurent sont conduites collectivement au cœur même des luttes auxquelles je prends part, donc la pensée faite avec. Je crois que toute pensée de l'émancipation ne peut être élaborée que collectivement, par les premières et premiers concernés, avec les alliés qu'ils et elles se choisissent. Donc là, c'est important. Voilà. C'est les premiers concernés qui choisissent leurs alliés. Et il dit « On ne perçoit jamais aussi bien la profondeur d'une condition que lorsqu'on l'expérimente. La plupart des conditions sociales ne se choisissent pas, et c'est encore bien différent d'expérimenter une situation par choix ou par nécessité. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, à travers ce débat émergent des positions communes, des lignes de consensus, mais c'est aussi des lignes de tension et de rupture qui permettent de construire des alliances et de désigner des cibles communes, notamment de circonscrire les collaborateurs de la violence d'État qui se présentent comme alliés. Donc voilà, légitimité du fait que les gens puissent choisir leurs alliés et que n'importe qui dit on a le même ennemi ou on veut vous aider ne soit pas accepté. Et ça, on pourrait aussi imaginer le côté contraire qui est que toute aide est bonne à prendre pour avoir de la force et de l'hégémonie et on va accepter n'importe quels alliés. Là, il dit non, on ne va pas accepter n'importe quel allié, on préfère être moins nombreux, mais avec des alliés avec qui on a vraiment envie d'être. Donc on est entre la logique de la méfiance et du complot, qui serait laissez-nous, on veut être juste entre nous, et une logique apolitique qui accepte tout soutien de manière indiscriminée. Et le passage suivant introduit cette idée des manières, des postures. La critique est absurde si elle sert à asseoir des postures hautaines de milieux politiques radicaux, parfois bien isolés des classes populaires et des mondes qui subissent la férocité de l'État. On peut mettre en cause l'existence de la police, de l'État, de toute forme de domination, mais c'est en cheminant entre opprimés, notamment dans les luttes pour la survie et pour une vie digne, qu'on peut créer des formes de solidarité réelles qui ouvrent sur des critiques vraiment radicales, parce qu'elles découlent de pratiques collectives associées à ces réalités. À partir de là, on peut commencer à imaginer pouvoir se débarrasser des institutions qui nous pourrissent la vie plutôt que de chercher à les réformer. Donc là, ce qu'il dit, c'est que l'alliance, l'amitié, elle ne provient pas de l'ennemi commun, elle provient de la création de vies partagées. Et donc pour qu'il y ait vie partagée, il faut avoir envie de partager les vies, et donc il faut qu'il y ait des formes de vie attrayantes.
Et pour cette raison, le terme d'alliance n'est peut-être pas le meilleur, encore une fois, parce que l'alliance, souvent, l'alliance, elle est pensée comme alliance militaire contre. Et d'ailleurs, dans un texte de la politique, Aristote dit que la cité politique n'est pas une alliance militaire, ni un groupement d'intérêts économiques. C'est pas une alliance militaire contre un ennemi commun, c'est pas un groupement pour des intérêts qu'on partage. C'est autre chose, un autre lien. Et donc l'amitié politique, là, apparaît comme concept plus juste parce qu'il met la capacité de construire du monde commun en avant, c'est-à-dire de désirer le faire ensemble et de rendre désirable cette construction et de la mettre en pratique. Et on retrouve cette idée que l'amitié est du côté de la joie à partager. On va partager la joie de formes de vie qui sont plus souhaitables que celles que nous présente le monde contre lesquelles on lutte et pas seulement sa police. Il dit une fois qu'on aura commencé à faire ça, on peut essayer ensuite d'aller renverser le monde, mais on va commencer par ça. Cela nous renvoie à la nécessité de construire les moyens de la grève générale illimitée et un mouvement de libération capable de proposer un niveau d'organisation sociale crédible, des formes de vie sociale, libres, autonomes, égalitaires et joyeuses, qui montrent à l'ensemble des forces en présence que la vie est bien plus digne pour le plus de justice sociale du côté des mouvements d'émancipation que du côté de leur écrasement. Donc là, c'est cette idée. Qu'est-ce qui va faire qu'on va rejoindre un camp plutôt que l'autre? C'est qu'on va penser que la vie est plus digne d'être vécue là et qu'on sera plus heureux, plus joyeux, plus égaux et que ce sera mieux. Donc il s'agit bien de susciter des attractions affinitaires au-delà même de ceux qui se sentent déjà concernés. C'est-à-dire qu'il s'agirait quand même de construire à terme quelque chose qui soit plus hégémonique. Et donc l'idée c'est que ça passe par ça. Ça passe pas par le fait de démontrer que la raison est de notre côté, mais de montrer par les actes, par les pratiques qu'on vit mieux là, comme ça. Et on peut penser, par exemple, j'ai eu un article récemment sur le mouvement des Black Panthers aux États-Unis dans les années 60-70, où ils avaient réfléchi ça, et il y a beaucoup d'affinités qui s'étaient développées par l'intermédiaire de la contre-culture, où c'était devenu branché dans les universités d'avoir les vêtements Black Panthers, d'écouter la musique contestataire. Donc ça passe par ces styles, en fait, par ces idées. Ça passait à la fois par l'investissement dans les programmes sociaux, faire des petits déj aux enfants, etc., et à la fois par le fait d'arborer un style qui était branché, qu'on trouvait cool. Et donc qui paraissait désirable. Et ce désir, du coup, il doit s'éprouver, il doit s'expérimenter. Donc je continue. Il y a plein de révolutionnaires dans les classes populaires, dont une partie qui s'ignore. Dans les quartiers comme ailleurs, tout le monde a une conscience politique. Notre problème réside plutôt dans le fait que l'État réussit à empêcher l'auto-organisation révolutionnaire des opprimés. Je crois en la nécessité de construire ce mouvement révolutionnaire, mais je pense qu'il passe par des solidarités concrètes face aux galères de la vie, avant de tracer de grandes perspectives théoriques. Donc là, on retrouve cette idée de l'opposition entre le théorie, la raison, le système, et la vie, en fait. Donc l'amitié ne se décrète pas d'après de grands principes, elle se noue dans la vie partagée, qui est la seule preuve du désir d'agir et de vivre ensemble. Et dans l'amitié, elle prouve qu'un monde égalitaire est possible. Il est possible vu qu'il est constitué entre les amis. Donc l'amitié, c'est une expérience en soi de l'égalité. Et donc de l'autre monde, vu qu'il s'agit de combattre un monde qui ségrègue et qui domine. Et cette expérience de la vie partagée, qui compte, et qui seule peut faire que parler avec ne soit pas surplombant, ce qui importe vraiment, je crois, c'est que la critique soit menée horizontalement et qu'elle émerge d'en bas, de constats réels issus de la confrontation au monde, et pas qu'elle soit assénée depuis des positions de principe surplombantes. Si quelqu'un avait la recette de l'émancipation, ça se saurait. Donc même idée, il ne s'agit pas d'avoir des théories révolutionnaires et de les appliquer, il s'agit déjà de vivre ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que disait l'article tout à l'heure que j'ai mentionné. Il disait, bon, arrêtez avec vos émeutes, vous nous faites chier avec vos machins. Par contre, si vous voulez, venez chez nous, venez à la sortie des écoles, parlez avec tout le monde, et on commence à parler ensemble. Et une fois qu'on aura fait tout ça et qu'on saura comment on vit, éventuellement, on pourra aller brûler des voitures ensemble. Mais on ne va pas commencer par brûler des voitures ensemble. Et donc, ces positions sont liées à une pensée de la Révolution comme mouvement en autoconstruction permanente de formes de vie émancipatrices. Donc, encore une fois, ce qui compte, c'est les formes de vie, c'est les manières de vivre qui peuvent s'expérimenter. Et d'où l'idée de l'auteur, qui est que la seule chose éventuellement qu'on peut apporter, il parle des anarchistes auxquels il se lie, c'est toute une expérience et tout un ensemble de pratiques concrètes de création de lieux collectifs autonomes qui ont déjà mis en place plein de choses. Et ça peuvent être partagées, qui peuvent être désirables, qui ne sont pas de la théorie, mais qui sont déjà des manières. Donc, on s'allie à partir de formes de vie, et en s'alliant à partir de formes de vie, on choisit le monde qu'on souhaite constituer ensemble.
Donc, tout à l'heure, j'ai dit que l'affinité n'était pas orientée ni en fonction des identités, ni en fonction de l'ennemi commun, mais que c'était le choix d'allier à partir d'une vue des rapports de force qui structurent le monde. Et maintenant, j'ajouterais que l'affinité élit aussi, pour ce que les alliés qu'on cherche, proposent comme forme de vie, c'est-à-dire comme monde, proposent comme matière de lien qui semble désirable. D'où, pour conclure, l'affinité est doublement choix d'un monde. Ça veut dire l'affinité et choix d'un monde, ça veut dire deux choses. Premièrement, c'est le choix de certains amis qui implique la condamnation d'un style de monde et donc le choix d'un autre monde à faire. Et deuxièmement, c'est le choix du monde qui est incarné dans les formes de vie des amis qu'on se choisit. Et donc, en tout cas, c'est toujours un rapport qui est complètement ouvert sur le monde tel qu'il est. Donc là, je pense que je peux m'arrêter.